Donc, on va parler de serverless. On va faire du data processing et du routing et des choses comme ça. Je vais vous faire une série de démos qu'on n'a jamais faites avant. Du coup, qui ont toutes leurs chances de planter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et du coup, je les ai enregistrés en vidéo comme un lâche. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam. J'ai ce pseudo magnifique dont certaines personnes ont enfin commencé à décoder comment il avait été inventé, qui est disponible à peu près partout, sauf sur Pokémon Go, où un mec me l'a niqué. Du coup, genre si jamais vous trouvez le gars qui m'a niqué mon pseudo sur Pokémon Go, ça me chauffe. Au quotidien, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Qui a déjà entendu parler de Clever Cloud? Qui utilise Clever Cloud? Qui me permet de payer aussi mon salaire? C'est bien, ça fait merci les gars, c'est cool. Du coup, je vais essayer de vous convaincre que c'est une bonne idée de regarder ce qu'on fait de près. Et je vais pas vous expliquer plus avant ce que fait Clever parce que ça va transparaître dans le talk. N'hésitez pas à me pinguer sur Twitter, je suis très dispo sur Twitter, enfin majoritairement dispo. Donc là, c'est beaucoup les questions que j'avais essayé de poser d'abord. Aujourd'hui, on va parler de langage principal de développement aujourd'hui. Qui définirait que c'est plutôt du JS, du PHP, du Java, un autre bidule de la JVM, du Rust, du Go, du Python. Ok. C'est bien, c'est vraiment mixé comme public. Qui a déjà utilisé Kafka avant? Ok. Il va falloir que je fasse attention à ça, parce que je vais faire des raccourcis, sinon... Si je dis des trucs imbitables en Kafka, vous m'en parlez tout de suite. C'est que j'ai l'impression que c'est connu, mais que c'est pas connu. Ok. Nice. Qui a déjà entendu parler du terme event source? Cool. Bon. En fait, l'informatique, c'est un milieu magnifique parce qu'on a le pouvoir des mots. Vous voyez le moment où on s'est dit dans l'informatique, la gestion de projet est à chier, on va régler le problème, on va faire de l'agilité. Puis après, on a fait de la méthode agile. Et on est parti d'un cycle en V dégueulasse sur 6 mois à un cycle en V dégueulasse sur 15 jours. Mais du coup, tout le monde est agile, tu vois. Genre maintenant, notre management, il est bien, quoi. Les gens ont toujours envie de se suicider quand ils vont au travail, mais c'est bon, genre maintenant, on est agile. En fait, c'est un milieu où il y a des innovations qui sont pondues. Après, on met une étiquette sur cette innovation et à partir de ce moment-là, allez, c'est bon, on est tous là-dessus. Et en fait, il y a des mots comme ça qui ont eu lieu. Notamment, un autre mot qui est DevOps. En fait, DevOps, tu vois, à la base, c'était un changement organisationnel. Je l'avais expliqué, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu cette conf-là que j'ai faite au Luxembourg. Elle existe aussi en anglais si vous la cherchez. Où en fait, j'expliquais que si vous voulez que DevOps ce soit un sujet, c'est un changement organisationnel si profond qu'il faut changer la façon dont sont financés, dont sont budgétisés les teams de dev. C'est-à-dire qu'une team DevOps, c'est un moment où tu prends les devs et les ops et tu les fusionnes dans la même entité avec le même budget et les mêmes objectifs. Ce qui est contraire à ce que font la plupart des boîtes, vu qu'ils ont des identités différentes. Bon, ça dure 45 minutes, donc je ne vais pas vous les résumer là tout de suite, mais globalement, l'idée est de vous dire que les changements organisationnels sont hyper difficiles. C'est pour ça que l'agilité dans la plupart des boîtes, en fait, c'est juste une espèce de sucre qu'on met au-dessus d'un process dégueulasse. C'est juste que dans la plupart des boîtes, c'est juste que les mecs n'ont pas décidé de réellement changer. Et DevOps, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on t'a dit on va faire bosser les gens ensemble, ils vont acquérir les mêmes compétences, etc. Et puis en réalité, on a pris des ops un peu moins cons que la moyenne du service ops. On a dit qu'ils étaient DevOps. Ils ont pris tous les tools à la mode de la SNCF, vous savez, tous les bidules en bêta qui ne marchent pas là, codés en Go. Ils ont refait une IT imbitable et du coup, quand tu es développeur et que tu veux déployer dessus, bah, comme d'habitude, il faut faire un ticket dans Jira, il y a un mec qui va passer processer le bidule et tout. Tu n'as absolument pas réglé le problème en fait. Et en fait, serverless, qui est le nouveau mot à la mode, c'est un symptôme de cette chose-là dans l'industrie qu'on fait, qui est une capacité à se mentir soi-même sur notre capacité à changer. Serverless, en fait, c'est l'échec de DevOps. En fait, si vous y réfléchissez bien, la promesse de DevOps, c'était de dire, genre, ça sera plus chiant, c'est toujours chiant. Du coup, on fait quoi? On dit qu'on va serverless. On va supprimer le serveur. Faut quand même se dire, genre, on vit quand même dans une industrie où c'est tellement pète-burne de mettre un truc en prod
qu'on en est arrivé à dire aux gens, on va supprimer le serveur. Du coup, le code, il tourne sur quoi? Je sais pas, sur des particules ionisées dans la stratosphère. Donc ça, c'est un article que j'ai écrit il y a 2 ans, où en fait, ce que j'expliquais, c'est que dans serverless, ce qu'on a supprimé, c'est pas le serveur, c'est le management du serveur. Le serveur, il existe. En fait, il y a un moment où il faut du silicium, des disques durs, de la RAM, tout ça. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est le management du serveur. Parce qu'en fait, c'est pas parce que, au lieu d'avoir mis un putain de script Ansible, t'as tout collé dans un Dockerfile, que t'as réglé ton problème de déploiement, en fait. T'as de nouveau un script shell à la con qui vieillit mal et qui pourrit, et qui en plus, comme en fait, il impacte toute la prod, en fait, il y a que Roger qui a le droit de le lancer. Parce que Roger, c'est lui qui a monté le truc, donc il sait globalement comment ça marche, tu vois. Et puis, en vrai, en dev, si tu fais la mise en prod toi-même, il va falloir que tu te tapes l'astreinte, donc pas plus envie que ça. Et donc, en fait, l'idée de serverless, c'était de dire on va supprimer le management du serveur. Le management du serveur, c'est quoi? C'est tout ce qui est le maintien en condition opérationnelle. En fait, on a un problème, c'est qu'on a beaucoup de trucs qui sont Hello World oriented. Donc, tu as les gens, ils veulent déployer des trucs, Et donc, en fait, ils font beaucoup de démos sur comment on déploie. Mais en fait, on s'en bat la stack. Ce qui est compliqué, c'est... Oui, on s'en bat la stack. C'est... Humour de... Ouais. On devient cryptique quand même chez Clever des fois. Donc en fait, ce qui est chiant, c'est le maintien en condition opérationnelle. Mettre à jour les systèmes, relancer ce qui a pété, collecter les logs, faire de l'analyse sur tout ça pour pouvoir détecter les intrusions, faire le routing, gérer le fait qu'il y a un hardware qui a pété, etc. En fait, c'est tout ça le maintien en condition opérationnelle. Et en fait, serverless, c'est là pour répondre à ça. Et en fait, c'est né d'une façon assez intéressante. C'est né des fossoyeurs en fait, du platform as a service. En fait, les gens qui ont cassé les couilles du platform as a service, c'est Amazon. À la base, il y avait Azure, ils avaient lancé un truc qui s'appelait Microsoft, avait lancé Azure, et en fait, ça permettait de déployer du .NET en platform as a service, ça n'avait rien à gérer. Et avec Google, ils avaient fait un truc qui s'appelait Google App Engine, c'était génial, tu n'avais rien à gérer. Bon, par contre, tu te mariais avec App Engine, tu codais pour App Engine, mais après, tu n'avais plus rien à gérer, tu payais au millier de requêtes, tu étais bien. Et Amazon, ils ont fait un truc simple, ils ont lancé des machines virtuelles. Reprenons ce que j'ai dit au démarrage. Le problème, c'est comment on change une organisation. En fait, déployer juste des machines virtuelles, à partir du moment où tu dis on fait du DevOps, faut qu'on aille dans le cloud, on va prendre nos vieilles images VMware pétées, lift and shift, on les colle dans le cloud, c'est la même histoire, sauf qu'on n'a plus à gérer le hardware. Et en fait, c'est pour ça qu'Amazon a gagné. C'est parce qu'en fait, ils ont fait la proposition de valeur la moins intéressante. Mais ils ont fait la proposition de valeur qui permettait à tout le monde de ne pas changer son organisation. Et c'est là qu'ils ont gagné. En fait, ils ont parié sur la flemme des gens. C'est un peu comme Cyril Hanouna, si vous voulez. Tu paries sur la médiocrité des gens, tu gagnes, en fait. Et ensuite, Amazon, ils se sont dit, on va faire un truc, c'est qu'on va faire du platform as a service propriétarisé. Alors, il se trouve que comme le PAS, entre-temps, il y a eu beaucoup de produits, notamment des produits d'assez médiocre qualité, quand même, il faut admettre, qui n'étaient pas capables de supporter de la charge. On va évacuer le terme, on va appeler ça serverless. Et c'est comme ça qu'est né Lambda. Donc Lambda, c'était tu lances ton produit, ça va tourner tout seul, et on te fait un truc bien propriétaire comme les deux autres l'avaient fait. Donc entre-temps, les deux autres se sont mis à courir comme des cons pour essayer de faire de l'IAS, ce qu'ils arrivent très bien à faire par ailleurs. Et du coup, on s'est retrouvé avec ce truc-là, qui est en fait un platform as a service proprio, exactement comme les deux autres l'étaient à la base, qui a été lancé. Un truc qui est merveilleux chez Amazon, c'est qu'en plus, comme d'hab, ils l'ont lancé en perdant plein de thunes. Ça, c'est un facteur. Chez Amazon, on aime bien perdre de la thune au démarrage d'un truc. C'est-à-dire que Lambda, il te disait, on va te faire payer au millier de requêtes parce que ton application ne tourne que quand elle est invoquée. Mais Lambda n'a pas été lancé comme ça. Au début, Lambda, il prenait des machines EC2, il les lançait. Si tu avais 2 requêtes dessus, tu facturais 2 requêtes, la machine est tournée tout le temps. Et encore une fois, Amazon a pris le marché en vendant à perte. Magnifique. Donc c'est comme ça que c'est né. Et en fait, du coup, si on réfléchit bien, serverless, c'est du platform as a service. Donc nous, c'est ce qu'on fait déjà chez Clever. Nous, on dit you write code, we run it. C'est-à-dire tu déploies, donc tu bouches. Et à partir de ce moment-là, on va te faire le monitoring, le redéploiement, le bidule, le machin, la scalabilité automatique, tous ces bidules-là. Et ça fonctionne. Nous, on le fait avec des applications standards. Et du coup, ce qu'il vous faut, quand vous voulez faire du serverless, en vrai, c'est un platform as a service. Donc en fait, ça existe déjà, en fait. Ça fonctionne et c'est cool. Voilà, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Non, parce qu'en fait, il y a un truc auquel ne répond pas, ce truc-là. C'est, et si je voulais que mes applications ne tournent pas tout le temps? Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question.
qu'il y avait derrière serverless, et derrière, même s'ils ne l'avaient pas implémenté au démarrage, depuis ils ont bidouillé Lambda, c'est des micro VM, etc. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implémenté un pricing, qui est un pricing intéressant, qui avait été implémenté 10 ans avant par les compétiteurs, qui était un pricing à la réelle consommation. Quand on a lancé Clever il y a quasiment 10 ans, nous on faisait un truc, c'est qu'on modélisait un truc qui était des drops, parce que les drops font des clouds, et que c'était une unité comme le kilowattheure, si vous voulez. Et du coup, les gens pouvaient payer en drop. Chez nous, on avait toute une délire. Bon, personne n'a rien compris à notre bidule, on a viré les drops. Mais en fait, l'idée de base, elle est de dire, je veux consommer que ce dont j'ai réellement besoin. Et donc, si mon application ne tourne pas tout le temps, bah, où est-ce que ça m'emmène? Et en fait, pour ça, il y a un truc qui est intéressant dans le concept de serverless, que du coup, je vais découper, qui est le function as a service, qui est le fait d'invoquer uniquement une fonction. Chez Google, ça s'appelle les Cloud Functions, par exemple. Et en fait, c'est la racine de ces projets-là, qui est comment on va pouvoir découper à un niveau atomique maximal. Ce qui vient aussi des gens qui n'ont pas très bien compris le concept de microservices. Vous savez, dans microservices, les gens, ils ont entendu micro et service après. Ce qu'il fallait entendre, c'était micro et service. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de rendre un service. Donc, les gens qui découpent les microservices en mettant une fonction juste à chaque fois, en fait, vous posez juste des problèmes de réseau et vous posez juste des problèmes de dépendance et de réseau. Mais ce qu'il fallait entendre, c'était service. Mais du coup, on est arrivé à une notion comme ça de découper des fonctions. L'idée, ça va de fournir un environnement d'exécution au moment où tu en as besoin. Donc tu vas booter la fonction et tu vas l'exécuter au moment où tu en as besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous y réfléchissez un peu, ça ressemble vraiment au bon vieux CGI qu'on mettait dans Apple il y a 15 ans. Dans Apache. Vous voyez le script d'exécution CGI. En fait, booter l'environnement au moment où on en a besoin, exécuter dedans, c'est littéralement comme ça que fonctionne PHP. C'était vraiment l'idée CGI, mais vous l'imaginez avec une meilleure isolation et capable de faire tourner d'autres choses. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et du coup, on retrouve cette notion d'application server. Qui a des bons souvenirs de WebSphere dans la salle? Qui a des souvenirs de WebSphere d'abord? Qui en a de bons? Ouais, voilà. Le problème du application server, on sait tous ce que c'est. C'est que, en fait, comme tu n'as pas tout ton code sous ta responsabilité, tu te retrouves avec une dissociation des choses. Et du coup, le cycle de vie des deux devient très pénible. Et c'est pour ça qu'on a arrêté d'en faire. Le function as a service tel que je vais vous en parler, c'est fait pour des cas d'usage spécifiques qu'on va détailler. Si votre plan est de vous dire on va recoder le site web de la boîte en function as a service, non. Une application qui est faite pour être allumée tout le temps, qui est une vraie application, faites-les normalement. Faites-la sur du PaaS, faites-la sur ce que vous voulez d'autre, mais c'est une application classique. Le serverless, en function as a service, on va aller vers autre chose. Sinon, vous allez rentrer dans les mêmes cauchemars que ce que c'était avant. Tu te retrouves avec 800 lambda à coordonner, et du coup, ton problème, c'est comment on coordonne le déploiement des lambda, qui ont des dépendances entre elles, et machins, et trucs. Et là, tu repars dans un délire très compliqué où tu dois reconcevoir un système de gestion de dépendance. Et c'est pas si simple que ça de faire un bon système de gestion de dépendance. Donc, faut faire très attention à cette idée-là. Là, on est en train de réveiller les application servers. Essayons de nous en servir dans ce qu'ils avaient de bon. Et notamment, de ne pas oublier les 12 factors. Qui connaît 12 factors à la base ? Donc 12 factors, c'est un truc qui a été sorti à la base par les mecs d'Heroku, en fait, qui dit une application, pour qu'elle soit simple, le mieux, c'est de faire une seule code base, que toutes les dépendances soient à l'intérieur et soient clairement isolées, que toute la configuration soit clairement isolée, que les baking, ce qu'ils appellent les baking services là-dessus, c'est la capacité, je ne vais pas pouvoir vous présenter la suite, mais globalement, l'idée d'une 12 factor, c'est qu'une application, elle soit auto-portée. C'est-à-dire que son runtime soit simple, tu fais Java moins jar, tu fais pas, tu bootes un Tomcat, tu fous un war dedans, tu réfléchis, tu vois, genre, c'est compliqué. Node.js, tu peux faire facilement des applications auto-portées, la config vient des sources, vient de l'environnement, c'est simple. Les logs sont sortis sur stdout ou stdlog, mais c'est facile de les récupérer. Un truc qui ne demande pas trop d'outillage et où l'application est dite autoportante. C'est ça l'idée de 12 factor. L'idée, c'est qu'on peut sacrifier 12 factor contre d'autres intérêts dans certains cas. Mais en vrai, 12 factor, c'est bien. Ça a beaucoup nettoyé les catastrophes.
En fait, il y a un problème dans l'industrie, c'est que beaucoup de gens réfléchissent en temps d'exécution. C'est-à-dire que quelqu'un se pointe sur le serveur où il y a un WordPress installé et dit « Ouais, le serveur est lent, il faudrait changer le CPU ». En vrai, non. Les CPU glandent majoritairement pas grand-chose. On n'a pas de problème de calcul. Si vous êtes Météo France, vous avez des problèmes de calcul. Mais en vrai, la plupart de vos applications de gestion, elles n'ont pas de problème de calcul. Elles ont des problèmes d'I/O. L'I/O, c'est le fait de parler au disque dur ou le fait de parler à quelque chose sur le réseau qui finit par parler à un disque dur. C'est ça qui est lent. C'est quand vous parlez à votre DB, c'est quand vous parlez à toutes ces choses-là. C'est là où vous perdez du temps. Et en fait, beaucoup de gens vont regarder aujourd'hui dans le concept microservice, etc., le temps de boot et le temps d'exécution. Le temps d'exécution, il faut le mettre en parallèle des I/O, et le temps de boot, il est peu pertinent. Je me souviendrai toujours, nous on a toujours fait tous les langages chez Clever. Et en fait, beaucoup de gens me disaient Java c'est lent. Parce que le ressenti de Java, quand tu fais un Java moins jar, la première fois, vu que la JVM met une blinde de temps à booter et t'exécuter ton truc, tu te dis c'est lent. Mais en vrai, Java c'est très rapide. À échelle comparable, à l'époque, Mono était très en compète, donc la partie .NET de Java, on disait tous Mono c'est plus rapide. Et c'est vrai que l'exécution de Mono était bien plus rapide sur le temps de boot. Sur tout le reste, il était 30 fois plus lent que la JVM. Parce que, en fait, l'exécution, elle est conditionnée parfois au temps de boot. C'est-à-dire que la JVM, elle est lente parce que quand elle démarre, elle met en place son GC, elle alloue de la heap, enfin, elle set up un peu le chemin. Si derrière, votre temps d'exécution est inférieur à votre temps de boot, parce qu'en fait, vous faites que des trucs éphémères, ça n'a aucun sens. Mais parfois, ça a du sens de ne pas être comme ça. Et par exemple, quand ça parle des I/O, quand on te dit mon application de gestion, elle doit afficher ça, c'est très rapide, et donc je peux faire des functions as a service qui vont être hyper rapides et qu'on va passer notre temps à construire et tuer, c'est débile. Parce que si vous parlez à une DB, vous allez négocier la mise en place d'une connexion TCP, puis la connexion à votre DB, puis toutes ces choses-là, qui en fait prennent une blinde de temps. Une négociation TCP, ça prend une éternité, vous vous rendez pas compte. Et donc, c'est-à-dire conserver les connexions entre deux appels, c'est une bonne idée. Donc dans un function as a service, en fait, vous allez péter vos performances. Parce que vous allez passer votre temps à renégocier des choses dont en fait vous n'avez pas besoin de renégocier en théorie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est pour ça que parfois il vaut mieux sacrifier un peu de temps de boot, parce que tu sais qu'après tu vas répondre à X milliers de réponses, et après, tu as ton temps d'exécution qui, lui, est lié à ta propre vie. Et donc, tu vas pouler tes connexions, etc., sur tes I/O ou ouvrir des fichiers. Tu as une base de données, tu commences par ouvrir des fichiers, tu as toutes tes failles descriptors, tu es bien, et tu attends les requêtes, quoi. Parce que tu peux y accéder. Vous voyez ce que je veux dire là ? C'est clair ce que je raconte ou c'est complètement imbitable ? Le gros piège du serverless, c'est ça. Si vous faites du CRUD, en fait, vous vous en foutez. Sauf si vous avez très peu de questions. Si on vous invoque 3 fois dans le mois, bah, vous pouvez vous permettre d'être lent 3 fois dans le mois, vous vous en tamponnez, parce qu'en fait, vous vous en foutez. C'est ça le point. Mais à beaucoup d'exécutions, en fait, c'est pas rentable. La rentabilité à beaucoup d'exécutions, quand vous devez parler à beaucoup de gens, c'est de conserver les TCP open. Pour vous donner une idée, on a réécrit, nous, une époque, on a réécrit le driver élastique de certaines de nos stacks, parce qu'à une époque, on envoyait énormément de choses dans Elastic. Et ce qu'on a réécrit dans le driver, c'est la couche basse, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché au HTTP, on a juste obligé le driver de notre stack élastique à conserver les connexions TCP ouvertes avec l'élastique. Et on a fait un gain de perf de 30 ou 40 fois, juste parce qu'on arrêtait de passer notre vie à négocier du TCP. Et ce genre de choses, mais j'ai plein d'exemples. Enfin, moi, je me souviens d'un... Typiquement, on prend un PrestaShop. PrestaShop, discutablement conçu chez un client, machin faisait 800 requêtes par page, admettons. Et comme les mecs, ils avaient des problèmes, ils ne savaient pas trop comment gérer les connexions, globalement, à chaque requête, ils ouvraient la connexion, faisaient la requête, fermaient la connexion. Pendant longtemps, le site du client, il était en localhost. Du coup, ils se négociaient en localhost, c'était un peu lent, mais ils se négociaient en localhost. Puis ils ont grossi, ils ont voulu commencer à charder, 2 frontaux, une BDD derrière, enfin un truc assez classique. Et donc du coup, la BDD derrière. Bah du coup, négociation TCP sur le réseau. 2 millisecondes de négociation. Fois 800 requêtes, 1 seconde 6.
tu viens de faire un gouffre de perf, mais qui est débile en fait. C'est genre une connexion, ça se poule, ça se garde, parce qu'en fait le réseau c'est lent. Vous voyez ce que je veux dire sur l'IO ? Je prends plein de questions si vous voulez sur l'IO ensuite, il n'y a pas de souci. Donc vous devez balancer vos choix en permanence quand vous faites quelque chose comme ça. C'est pas comme toutes les arrivées, c'est pas une panacée, ça soigne pas le cancer. Si ça soigne un cancer, ça soigne un cancer très spécifique. Il faut le lymphome TH2 52B, machin, et là, ouais, on te le soigne. Tu vois. Mais il faut faire attention, comme d'hab, quand on fait ces choses-là. C'est très utile quand tu fais de l'intégration. Ce que j'appelle de l'intégration, c'est... je vous donne des exemples clever, c'est pas pour vous vendre ma sauce, c'est des exemples que je connais bien. On a un truc chez nous qui vous permet de réveiller par webhook des choses. Donc on a une intégration, Flowdoc, Slack, machin, et on commence à venir nous voir en disant on voudrait une intégration Mattermost, on voudrait une intégration Google Hangout, Google machin truc. Et vous voyez, ça veut dire qu'à chaque fois, moi je dois la taper l'intégration. Imaginez plutôt qu'à la place, je vous dise, pour chaque webhook, je vous propose d'invoquer un serverless à vous, et vous envoyez la data comme ça vous arrange, où ça vous arrange. Ben là, c'est une très bonne utilisation du serverless. Parce qu'en fait, le serverless, il a tourné chez moi, j'ai complètement contain votre code, donc il n'y a pas de problème, et vous avez fait l'intégration que vous voulez, comme vous voulez, dans ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est simple. Ça peut avantageusement remplacer des webhooks avec des conflits de formats, etc. Ça peut très avantageusement remplacer les webhooks. L'autre truc, c'est la réception de webhooks. Si votre application doit recevoir les webhooks et qu'elle a un problème et que vous voulez découpler ça, on peut très bien imaginer que votre serverless, en fait, ce à quoi il sert, c'est prendre un webhook, prendre la data, la coller dans une queue, Kafka, Rabbit, Pulsar, whatever, et c'est tout. Mais du coup, il est en bordure de votre système, vous êtes sûr qu'il fonctionne, et lui, il prend la data, il la stocke dans un endroit sécurisé où du coup la data va avoir un ordre, elle est arrivée, machin, elle va te manger. Ça, c'est un très bon cas d'usage du truc. Et ensuite, le data management, ça c'est notamment quand on fait beaucoup d'event source, vous avez votre flux d'événements. Donc event source, c'est quoi ? En fait, c'est définir que la donnée n'existe pas avec des updates, des machins, etc. Mais c'est que chaque événement de modification de la donnée est un événement en tant que tel. Et donc, que du coup, il y a une espèce de grand livre éternel dans lequel on écrit les objets les uns après les autres, qui sont les événements, vous voyez. Et en fait, si on prend la totalité du livre des événements, on est capable de reconstruire n'importe quelle représentation du monde à un instant T. C'est très causalité comme vision du monde. Représentation du monde qui est votre base de données. Et du coup, en général, on va construire ces trucs-là parce que du coup, on peut faire de la notice dessus, c'est simple, c'est pas désagréable, ça avance bien. Et surtout, on peut venir se brancher dessus. Donc globalement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un endroit où il y a tous les événements. Et du coup, avec un serverless, on peut imaginer venir router et se brancher à cet endroit-là pour déverser un peu de choses. Je vais vous donner un use case très simple. Je veux construire un chat, ok ? Non, c'est pas ça que je veux. Donc, mon chat, il est là. C'est un chat très simple. Vous voyez, c'est une page HTML simple. Et en fait, là, vous avez juste un champ. Et en fait, si jamais j'examine l'élément ici, vous avez un form et qui send. On a fait un tout petit peu plus compliqué pour que ce soit du vrai JS qui l'envoie. Mais globalement, ce machin-là va envoyer vers une API qu'on a envoyé un nouveau message. D'accord ? J'ai essayé de faire le truc en PHP. Et en fait, le fichier api.php que je vais appeler, il est là. Je me connecte à une MySQL et j'insère dans ma MySQL, avec un prepare statement du biblio des effets, mon nouveau message dans la table des messages. Voilà, fin de l'histoire. Donc je fais ça, je fais hello, et là, quand j'envoie, il ne se passe rien. Voilà, j'étais sûr que ça arriverait, un truc comme ça. Voilà, donc, j'en fais hello, et là, mon message apparaît. Comment, pourquoi, puis-je, et par quelle magie ? C'est ce que nous allons voir immédiatement. La première chose, c'est que je vais vous parler d'une technologie qui s'appelle Pulsar. Qui a déjà entendu parler de Pulsar ? Nice. Pour tous les autres, vous prenez Kafka, Pulsar, ça fait un peu la même chose, pas complètement, ça fait un peu la même chose, d'accord ? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Kafka, est-ce que vous savez ce qu'est RabbitMQ ? Kafka, c'est la même chose, sauf que les messages sont persistants, et donc du coup, tu peux tous les rejouer. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent ni Kafka, ni RabbitMQ, ni Pulsar ?
Ok, donc là, on va être sur un cas où en fait, on fait un hub de messages, tu vois. Alors, en entreprise, on appelle ça un ESB, un Enterprise Service Bus, qui te permet du coup de balancer tes messages. En langage technique, dis-toi que c'est un gros tuyau où d'un côté, tu colles des messages dedans, tu vois, et de l'autre côté, si on se branche dessus, on peut les récupérer. Dans différents protocoles, différentes façons, etc. Mais voilà. Pulsar, nous on l'utilise. Je ne vais pas nécessairement vous parler longuement de Pulsar, d'abord parce qu'on n'a pas le temps, du tout. Ensuite parce que j'ai fait des talks entiers sur le sujet avec Steven Leroux chez OVH, et le talk existe en français et en anglais depuis la semaine dernière. Donc du coup, si vous voulez en apprendre plus sur Pulsar, il y a un talk très bien qui s'appelle Pulsar 101. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est genre à quoi ça sert Pulsar, pourquoi ça existe. Hein. Niveau beginners, on s'est vraiment pas fait chier. Pour simple, c'est ce qu'on appelle un distributed log, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les événements les uns à côté des autres, donc ça vous permet de faire de l'event source. Et en fait, il y a un truc qui est très amusant dans Pulsar, c'est qu'il y a un WebSocket de construit dedans. Donc du coup, tu peux écouter, en plus d'utiliser le protocole Pulsar, tu peux écouter du WebSocket. C'est multi-tenant, ça veut dire que vous pouvez être plusieurs utilisateurs sur le même cluster Pulsar, ce qui n'est pas nécessairement vrai dans le cas de Kafka, ce qui est un peu plus vrai dans le cas de la nouvelle Confluent Platform, mais voilà. Et donc ça veut dire que ça, quand on dit multi-tenant comme ça veut dire en fait on va pouvoir faire un service cheap avec, c'est ça que ça veut dire. Parce que du coup, on va pouvoir lancer un gros cluster, avoir des chiers d'utilisateurs dessus qui vont chacun payer pas beaucoup, c'est ça que ça veut dire. Et donc c'est du queue as a service, ça va venir en concurrence d'un SQS d'Amazon, ce genre de choses. Et du coup, on a fait un truc marrant, c'est qu'en fait on s'est bindé sur la MySQL, on fait croire à la MySQL qu'on est un followers MySQL, tu vois, on va répliquer la MySQL, et en fait on prend tout le data qui arrive du flux de réplication, on en déduit les modifications des choses, et donc du coup on en crée des événements qu'on va coller dans notre queue as a service. Et en fait c'est comme ça que quand j'ai inséré, c'est arrivé là et que le hello a été affiché. C'est qu'en fait il est passé par un pulsar et qu'on a écouté les événements en WebSocket. Très rapidement, il y a un problème d'authentification là-dessus. Je vous passe très rapidement le truc. Pour que ça marche, il a fallu qu'on fasse un truc qui s'appelle Biscuit. Biscuit, c'est un token d'authentification. Qui connaît JWT? Qui connaît Macaron? Logique. Bon, JWT, vous créez des tokens. Ok. Le truc, c'est qu'un JWT, d'abord, c'est gros sa race. Donc, si vous voulez l'envoyer dans de l'IoT, ça pose un problème. Sur un réseau un peu pété, ça vous prend tellement de trame que c'est pénible. Donc, nous, on a fait un truc plus léger. Non seulement, dans un biscuit, vous pouvez transporter l'identité. Donc, par exemple, Roger est admin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, quand vous recevez un JWT, vous l'ouvrez et vous dites « Ah bah, si Roger est admin, alors il a le droit de mettre à jour les utilisateurs. » Mais en fait, quand moi je lis le JWT, ce que je dis, c'est que Roger est admin. Je ne sais pas que ça veut dire qu'il a le droit de mettre à jour les utilisateurs. Vous voyez ce que je veux dire comme différence du truc ou pas? Et en fait, ça oblige chaque service à se positionner par rapport au JWT, ce qui n'est pas nécessairement ce que je veux dans le cas d'un contexte d'autorisation. Mais surtout, ça veut dire que si moi, je veux savoir dans l'interface qui a le biscuit, enfin le JWT dans le cas présent, si je peux ajouter le bouton ou pas, ajouter un utilisateur, bah, je suis niqué, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que je réimplémente de mon côté la capacité à comprendre que comme Roger est admin, alors il a le droit d'ajouter des utilisateurs. Donc on a construit un système d'ACL dans Biscuit qui vous permet en fait de définir des droits et vous les évaluez en fait dessus. C'est un truc qui s'appelle du datalog. Vous voyez du prologue, vous amputez tous les trucs compliqués et vous avez du datalog. Et du coup, en fait, ce que vous faites, c'est vous posez la question à un biscuit, vous dites « Mais est-ce que Roger a le droit d'ajouter des utilisateurs ?» Et là, le biscuit, il peut vous répondre « Oui »,« Non », ou alors « Oui, mais l'utilisateur, il sera tagué Toto ». Parce que biscuit, c'est faire ça, c'est faire un « oui » partiel. C'est te dire « Oui, mais l'utilisateur ne pourra pas être administrateur ». Tu vois, ça, c'est une capacité du biscuit à te répondre. Et en fait, ce truc-là, il permet de faire un autre truc qui est génial, qui est ce qu'on appelle l'atténuation. L'atténuation, c'est quoi? C'est que si je te donne un biscuit, tu peux faire un biscuit à partir du biscuit qui a des droits identiques ou inférieurs aux tiens. Ce qui veut dire en clair que je suis en train de faire une danse haute avec GitHub par exemple, et au moment où j'ai dit oui, je peux rajouter un truc qui est oui, alors toutes les apps taguées dev, hein, les autres apps, il n'y a pas accès dans la danse haute. Ça, c'est ce que permet de faire un biscuit. C'est full open source, c'est une spec, et c'est une implémentation JVM, Rust et JavaScript. Et comme la Rust, tu peux FFI, C, C++, machin, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir jouer avec. Et en fait, l'histoire, c'est que du coup, là, dans le cas présent, on se sert de biscuit parce que vous pouvez vous connecter au pulsar. Et donc, pour que là, je puisse me connecter au pulsar, en fait, il a été généré un sous-biscuit
qui me permet via WebSocket d'aller me connecter au pulsar pour avoir les droits pendant 1 heure, par exemple. Parce que du coup, c'est un droit inférieur à la personne qui a généré, enfin, au biscuit qui a généré mon biscuit. Vous voyez le point ou pas? Et ensuite, il faut router les messages en fonction de qui. C'est là que c'est intéressant. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on s'est dit comment les gens vont pouvoir router les messages dans du pulsar chez nous. Et on s'est dit comment on va faire du function as a service chez Clever Cloud. Je vérifie l'heure en même temps. Alors chez Clever Cloud, nous, on n'est pas des grands fans de l'idée d'exécuter du code de gens qui ne se connaissent pas dans le même OS. Parce qu'on pense que c'est une idée de merde. On est fortement contributeur à des choses dans le kernel, dans la virtualisation. On connaît spécifiquement Linux. La conférence la semaine prochaine, je la donne avec Intel sur comment fonctionne un pros. On est plutôt assez au fait de ça. Et nous, dans le même OS, on n'est pas pour du tout. Il y a 430 failles, entre 400 et 500 failles d'importance dans le Linux kernel annuellement. Là-dessus, vous en avez entre 20 et 50 qui parlent d'élévation de niveau de privilège. Les gens qui vous vendent que l'isolation entre des process, elle fonctionne, c'est des fous. Ou en général, c'est des développeurs d'applications de gestion de haut niveau qui se sont retrouvés à faire du Go et qui ont l'impression qu'ils savent comment marche un système. Mais en vrai, c'est pas vrai. Enfin, moi, j'y crois pas, et du coup, j'ai pas confiance en ça. Et c'est pour ça qu'on ne le fera pas. Donc du coup, on s'est retrouvé à comment on fait ça. En fait, dans un CPU Intel x86-64, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle 4 rings de sécurité, le niveau 0, 1, 2 et 3. Et aujourd'hui, Linux, il utilise globalement 0 et 3, parce que Linux a été codé à un moment où il n'y avait que 2 rings de sécurité. Et petit à petit, on se met à utiliser 2 autres, c'est notamment ce qui vous permet de faire du nested KVM, c'est-à-dire du KVM in KVM, de la virtualisation dans la virtu, etc. Mais en fait, vous avez d'autres niveaux de privilèges. Ce qui se passe quand vous faites de la virtualisation, c'est qu'en fait, vous dites, on va exécuter un morceau de code qui est du boot, qui n'a pas besoin d'être contenu dans autre chose, mais qui a un niveau de sécurité de niveau de kernel, vous voyez, qui n'est pas du code managé, comme tout le reste de ce qui est géré dans le kernel, où tu vas surveiller ce que font les choses, mais déconnecté des autres. C'est-à-dire que vous êtes dans des autres espaces de registre, vous êtes dans autre chose. Vous voyez ce que vous voulez dire? Ils n'ont pas conscience qu'il y a d'autres choses qui tournent sur le processeur, les autres machins qui sont dans de la vertu. C'est ça l'histoire. Et en fait, la sécurité comme ça, les VM instructions, elles ont ça d'intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez complètement les shielder, mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire juste du SSL dedans, vous pouvez, en fait. Vous n'avez pas d'obligation de booter un OS au sens... faut que je gère un keyboard, une carte réseau, machin. Peut-être qu'il a une carte à puce, bidule. Enfin, genre, on n'a pas besoin de booter tout ça, en fait. On peut juste dire, on va shielder ça, et là, tu exécutes en mode de privilège maximum avec accès à tel registre et point barre, ce code-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire qu'on peut imaginer, et si vous cherchez bien sur notre GitHub, c'est des choses qu'on a fait, on peut très bien imaginer un morceau de code Rust, par exemple, où dans un thread, on est dans une VM. On est dans une VM au sens du processeur, mais en fait, au sens d'autre chose, on est juste dans un endroit qui a le droit d'accès au registre du CPU, puisqu'on lui a dit au CPU qu'il avait le droit d'accéder à ce registre-là, et on a un registre partagé dans lequel on écrase de la data comme des gros bourrins d'un côté et de l'autre, et en fait, les deux VM se parlent via un registre. Mais en fait, ce sont 2 threads à l'intérieur de votre système. Mais le code qui est contenu dans l'espace VM sera incapable d'en sortir. Parce que c'est garanti par le microcode du kernel et par les instructions. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est absolument complètement lunaire. En clair, imaginez-le plus comme une protection maximale affranchie par le hardware que comme autre chose. Et du coup, nous, on s'est dit... Alors d'abord, ça c'est un point rapide dont je voulais vous parler. À chaque fois que je parle avec des gens du cloud, du machin, on a l'impression que le hardware, il y a 10 ans, on a tout arrêté. Les équipes d'ingé de chez Intel et d'NVIDIA ont été dormir et que depuis, on ne fait plus d'innovation dans le hardware et qu'un ordinateur est un ordinateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise tous des distribs Linux avec des binaires qui fonctionnent encore sur le Athlon ou le Duron que j'avais quand j'étais au collège. Et on paye des processeurs Intel Xeon à une fortune et demie, mais on n'utilise pas tous les nouveaux registres d'instructions qu'il y a. En fait, dans le hardware, les mecs, ils font plein d'innovations. En fait, ils font plein de trucs cool. Vous voyez, ils innovent, ils inventent des choses. Et c'est comme dans le soft, en fait. Et du coup, il y a plein d'innovations à prendre du hardware. Et c'est pour ça que c'est très triste de ne pas regarder ce que font les gens du hardware. Parce que on pourrait changer complètement la façon dont on fait de l'informatique aujourd'hui. Des projets comme The Machine, par exemple, chez HPE, il est violent.
tellement il est brillant ce projet, où en fait on utilise la mémoire est centrale, c'est plus le CPU qui est central au PC, c'est la mémoire qui est organisée en hypercube, et du coup en fait tu t'en sers comme stockage, et en fait toutes tes barrettes de mémoire sont bloquées sur des disques durs avec des toutes petites batteries, et quand tu coupes l'électricité, les barrettes de mémoire font plouc sur le disque dur, et quand tu remets l'électricité, le disque dur il renvoie tout dans les barrettes de mémoire, et l'exécution reprend exactement là où elle en était, et la mémoire en fait c'est le stockage. Ça, par exemple, c'est une façon complètement différente de faire de l'informatique, et c'est du hardware. Et en fait, intéressez-vous à ces choses-là, parce qu'il y a plein d'innovations pertinentes. Je file, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir, mais globalement, on en est arrivé à la conclusion, donc on buvait des bières, hein, pour être tout à fait franc, on en est arrivé à la conclusion qu'on n'arriverait pas, nous, à faire du function as a service, si on ne lançait pas une machine pour chaque exécution de fonction. Et on est rapide à lancer des bécanes chez Clever, mais bon, même 5 secondes pour chaque exécution de fonction, ça commence à devenir pénible, quoi. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin de POSIX pour faire ça? Bah non, en fait, on s'en tape. On a juste besoin d'envoyer du code. Du coup, on a fait un truc simple, on a fait un kernel-less. Tada! Le département marketing vient d'avoir une érection. Donc, c'est un unique kernel, ultra spécifique, qui en fait est là pour faire du FAS. Donc, vous bootez une machine virtuelle, et en fait, ce qui se passe, c'est que sur des ports dédiés qui sont des ports hardware dans la machine virtuelle, en fait, quand vous lisez dessus, c'est l'hyperviseur qui lui fournit la donnée. Et donc, en fait, à ce moment-là, nous, on lui envoie ce qu'il a à exécuter. Et donc, pour chaque fonction, on va démarrer une machine virtuelle qui va exécuter son truc, puis la buter, ou la garder si, fondamentalement, on a besoin d'exécuter le truc une chier de fois, c'est aussi bien si on la garde. Non, ça va pas se produire, les gars. Voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie du code WebAssembly. Qui connaît WebAssembly ? Du coup, je vais parler rapidement de ce qu'est WebAssembly. Qui connaît le slogan « Write once, run everywhere » ? Eh bien, imaginez qu'on le fasse en vrai. « Write once, run everywhere ». WebAssembly, en fait, c'est quand on a introduit WebGL dans JavaScript, on s'est mis à dire « Ouais, ben là, il y a quand même des trucs, il faudrait que ça fonctionne, machin ». Et donc, on a fait des types un peu spécifiques dans le système capables de gérer ça en type safe. Et en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait tout ce qu'il fallait pour faire fonctionner du C. Et WebAssembly, en fait, c'est un assembleur extrait du JS à la base. Donc maintenant, c'est un vrai assembleur, tu vois, qui s'exécute dans une machine virtuelle dans le browser et qui est capable d'exécuter des choses hyper low level. Quand je dis hyper low level, c'est là, la démo, elle est... donc je vais aller un peu plus loin. Non, on va pas mettre le son, ouais. Ça, c'est l'Unreal Engine qui tourne dans le browser. Ça, c'est de 2013, hein, la démo. Donc, ça marche vraiment. Et en fait, c'est tout le code de l'Unreal Engine qui, en fait, est porté automatiquement, à l'époque, en ASMJS, ce qui est depuis devenu WebAssembly, et qui va fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des parties du code qui est patrimonial, en fait. Alors, personne n'a envie de se retaper la totalité d'un moteur physique, en fait. En librairie de crypto, c'est pareil. Il y a des trucs, les réimplémenter en JS, mais ça va vraiment être vraiment pas très drôle, quoi. Donc, en fait, l'idée, c'est on va prendre le code, on va le faire passer dans un compilo, on va obtenir du WebAssembly, et du coup, on va pouvoir l'exécuter dans le browser. Et ça a un autre intérêt, c'est que du coup, on pourrait se libérer du JavaScript pour certains types d'usages dans le browser. Donc ça, c'est le WebAssembly. C'est une spec qui existe, qui fonctionne, qui est intéressante. Alors, non, les gars, il faudrait que ça avance, voilà. Et en fait, donc le WebAssembly, globalement, vous pouvez le compiler depuis LLVM, donc tout ce qui est Rust. Qui connaît Rust ? Ah, c'est cool. Rust vaincra. Rust, C, C++, tout ça, vous le passez dans LLVM et vous avez du WebAssembly. Go, c'est produire du WebAssembly. Kotlin et non pas Hotlin. Désolé pour cette faute de frappe. Ou des choses comme AssemblyScript qui ressemblent franchement à du JS. Tout ça, ça va produire du WebAssembly. En fait, le WebAssembly, après, vous pouvez l'exécuter. Donc, ça marche déjà dans le browser. Et en fait, quand vous utilisez la console de Clever, par exemple, il y a des bouts qui sont entièrement en WebAssembly au passage. C'est en train d'avancer assez vite. Il y a des démos très amusantes où vous prenez Qt. Donc, vous voyez Qt, le truc qui a permis de faire KDE, Kamarok à l'époque, tous ces trucs-là. Vous voyez ? Eh bien, Qt a un backend WebAssembly. Et donc, vous pouvez coder en C++ tranquillou des applications où, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au démarrage de la page web, tu prends un grand canvas, tu fais ça, je le gère, et après, Qt fait son propre painting, fait sa boucle d'affichage, etc. Et en fait, vous exécutez du C++ dans votre browser. Donc ça fonctionne déjà, ça avance. Il y a des petites choses qui sont en train de changer, et notamment WebAssembly, en fait, on est tous tombés d'accord dans le milieu serverless,
ou dans le milieu de la blockchain pour se dire que c'était un bon modèle d'exécution comme ça, sandboxé. Et du coup, il y a un truc qui s'appelle Wasm qui est en train de popper, qui va être la définition de comment on accède aux fichiers, comment on accède au network, comment on accède à bidule, etc. Et ça, tous ces trucs-là arrivent dans Wasm. Par ailleurs, WebAssembly était prévu sans garbage collector au démarrage, ce qui a fini par poser des problèmes. En fait, quand on dit qu'on supporte Kotlin en WebAssembly, c'est pas vrai. On supporte Kotlin native, le Kotlin C, qui permet de faire du Kotlin qui s'exécute en C, qui a des limitations. Alors dans l'absolu, les limitations du langage sont pas chiantes. Par contre, elles sont chiantes en termes de dépendance. Donc, en fait, à chaque fois que tu veux écrire un truc, tu ajoutes la dépendance et tu te dis bah non, en fait, t'as pas le droit à celle-là. Ah merde. Donc c'est assez vite frustrant en fait. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que le WebAssembly est en train d'intégrer un garbage collector. Et ça va ouvrir la porte à faire du WebAssembly Python, du WebAssembly Ruby, du WebAssembly un peu tout quoi. On pourrait même rebaser dans le futur JavaScript au-dessus de WebAssembly. Vous voyez le point ? WebAssembly en vrai c'est le futur. Genre de tout. Tout le browser, ça va être là-dessus, enfin, c'est très bien. Donc nous, en fait, notre machin, il prend du WebAssembly, il l'exécute. En clair, c'est ça l'histoire. Et du coup, vous pouvez soit l'invoquer sur du HTTP, donc je fais une requête HTTP, tu me réponds, soit vous allez l'invoquer sur des messages qui sont balancés dans le pulsar, et donc du coup, par exemple, les router. Donc là, par exemple, c'est un topic routing, donc ça, c'est écrit en Go, par exemple, et c'est la fonction qui est exécutée dans ma démo. En fait, du coup, ce qui se passe, c'est donc je commence par loguer, parce que nous, on a un truc, on a un topic de log, c'est-à-dire que comme ça, on peut récupérer tous les logs d'exécution des serverless. Et du coup, en Go, on dit, bah, je vais récupérer le message qui a été balancé dans le pulsar, je crée 2 topics, et je vais danser dans les 2 topics le message. Comme ça, j'ai dupliqué le message, et ça, j'ai écrit ça en Go, et à la fin, je log down. Et ça, c'est la petite fonction qui est faite, et quand je la déploie, bons yeux les gars. Je la déploie donc notre phase CLI, on dit qu'on déploie en mode pulsar, on donne le WASM, donc là c'est le moment un peu fugly chez nous, c'est que pour l'instant il faut envoyer le WASM, bientôt tu pourras envoyer genre ton Go et puis on se démerde. Et puis tu dis bah, l'input topic c'est ce bidule là, le log topic c'est ce bidule là, et du coup il faut exécuter le main. Et en fait on voit que le machin envoie et se déploie, et c'est comme ça qu'en fait on déploie nos fonctions dans le système. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que... c'est pareil, il faut que je zoome un peu. C'est que ça va dans le topic pulsar 1 dans lequel on a reçu les messages du coup, de mise à jour de la MySQL. Ça rentre dans le serverless et ça passe dans les 2 topics de pulsar en out qu'on a vus. Ça marche, ça ? Ça, c'est que ça. Et puis, si on veut répondre à du HTTP, bah, ça, c'est beaucoup plus drôle. Donc là, pour le coup, on l'a codé en Rust. En fait, on link une crate, donc une crate c'est les dépendances en Rust, qui en fait link image magique, donc du code C++ du fond des âges. On link tout ça, on est bien, et en fait ce qu'on fait c'est que on commence par... Alors là c'est un peu compliqué parce qu'en fait donc, ce truc-là c'est un machin où on lui envoie une URL en query string, et en fait il va redimensionner l'image et changer ses couleurs. Il va faire des traitements sur l'image en fait. Donc il va commencer par savoir comment on parle à de l'HTTP. Donc là, ils font tout son truc pour savoir comment on parle à l'HTTP. Il download l'image. Donc il dit en combien de temps, machin, il le balance dans les logs. Une fois qu'il a récupéré l'image, donc c'est là qu'il fait le download de l'image, machin. Et une fois qu'il a récupéré l'image, donc tout ça c'est le machin, il le prend. Et après, quand il a le bidule, je vous passe un peu le truc, parce que sinon c'est un peu chiant. Là, on a le resize et le filtre qu'on fait. Et ensuite, ça, on le renvoie dans la retour de la réponse HTTP. Vous voyez le plan ? Ce qui est très intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'on a écrit un morceau de Rust qui pourrait s'exécuter en local sur votre backend. Et en fait, on l'exécute dans le serverless. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour le déployer, on dit, bah, ce coup-ci, on a un function as a service, on déploie en HTTP, on veut répondre, il y a, comme d'habitude, on donne un log topic, on donne notre WASM, et on lui donne un application ID, mais ça c'est un autre dossier, et on lui file, on lui dit, bah, on veut imgfix.par0, face n0, clevercloud.net, et la fonction qu'il faut appeler, c'est image. Et c'est comme ça qu'on dit, là, tu vas exécuter ça. Ce qui fait que si on fait la démo totale, donc là, on voit qu'on a lancé, donc là sur le côté, on lance le truc, on fait du chat, donc on parle au chat, donc là on le met. Ce qu'on va aller voir, c'est que là, on a bien reçu ici dans les logs
Là, dans les logs, on a bien reçu en fait le message. Donc, ça fonctionne. On voit qu'il a été processé par, vous savez, la fonction qui est envoyée dans 2 topics. Donc, elle fait son job. Et en fait, ce qui va se passer après, c'est qu'on prend cette image. Ah oui, parce qu'en fait, non, il veut pas. Parce qu'il y a un léger dézoom qui est un peu désagréable. Et en fait, on prend cette image. Vous voyez que là, quand on l'envoie, en fait, ce qui se passe, c'est que cette image-là, elle est bien processée ici par le truc qui récupère l'image, la download et la transitionne. Donc ça, c'est l'image originale, ou ça, c'est la nouvelle image originale de l'autre test qu'on va faire. Et donc, si je mets l'image là-dedans, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être automatiquement reprise là. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication. Je vais le faire ici, qu'on voit bien. Ici, si je mets PNG ici, est-ce qu'il s'en souvient? Ouais. Ouais, ça c'est le moment génial où mon WebSocket a pété entre les deux. Donc là, le PNG, et si on voit ici, si j'affiche l'image ici, on voit que c'est le IMG fixe par 0 machin, URL, et là, c'est mon image initiale qui était là. Et donc là, le truc qui me parle en HTTP là, c'est ma serverless. Vous voyez le point ou... Ça marche. Messieurs, dames, ça marche. Genre, ma démo n'a pas pété. Non, mais on est quand même sur un dossier, c'est pas si mal. Vous remarquerez que j'ai utilisé le même PNG que la dernière fois. Hein. Je n'ai pas pris spécialement de risque. Donc voilà. En termes de bench, le temps de boot de la fonction de topic, donc boot de la VM qui l'exécute, est de 50 millisecondes. Et chaque execution time nous prend 1 milliseconde dedans. Le temps de boot du système d'imagerie size, où on load quand même beaucoup plus de WASM, est de 71 millisecondes, et chaque execution time est de 22 millisecondes, sachant qu'en fait, la totalité de l'answer time est lui de 400 millisecondes, parce qu'il faut quand même qu'il aille chercher à un moment l'image. Mais en fait, au moment où il la download, en fait, il lance le download, et là, c'est le host qui reprend la main, donc lui, il s'interrompt, ce qui permet d'exécuter d'autres serverless pendant ce temps-là, et ensuite, on lui rend la main. Donc, ce qu'on va décompter d'utilisation à l'utilisateur, c'est 22 millisecondes. Vous voyez? Donc on est plutôt sur des chiffres assez intéressants. Il reste un peu de place pour de l'improvement de performance, mais on est sur des choses assez rapides quand même là-dessus. L'autre démo que je peux vous montrer, c'est ça, et ça c'est une fonctionnalité qu'on met en ligne la semaine prochaine sur Clever. C'est qu'en fait, donc ça c'est en temps réel sur vos applications Clever Cloud, toutes les requêtes HTTP géolocalisées qui vous arrivent. Donc c'est-à-dire qu'on prend à chaque fois, on prend la requête en géoloc, et on va vous l'afficher en temps réel dans le système. Et ça, en fait, ça utilise notre face. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on récupère les logs d'HAProxy et de Sozu, parce qu'on a réécrit aussi un reverse proxy, parce qu'on était chaud, on avait la pêche. Les logs access sont forwardés par un soft maison à Pulsar. Et dans Pulsar, on va commencer par cleaner le log, c'est une ligne de log dégueu. On commence par la cleaner, on fait un JSON propre. Ensuite, ça passe dans une autre serverless qui fait du GeoIP. Donc, c'est elle qui a la base de données GeoIP qu'on achète là-dessus, qui fait sa transformation. Et après, c'est divisé en deux. D'abord, ça va dans les topics pour les utilisateurs dans le multitenant Pulsar. Et de l'autre côté, ça va dans Warp10, qui est notre base de données de métriques, qui est également géolocalisée. Et après, c'est ce qui fait qu'on peut l'afficher. Parce qu'en vrai, si quelqu'un a 10 000 requêtes par seconde, je ne vais pas forwarder 10 000 requêtes par seconde à son navigateur pour qu'il les affiche. Il faut que je récupère les 10 000 requêtes, que je décide de faire des points plus gros ou plus petits dans la map en faisant de la géolocalisation JSON en fonction du niveau de zoom des gens dans la map. Enfin, il y a 2-3 dossiers ici de data science non négligeables. Et après, je t'envoie de la data qui dit genre, bah, t'affiches un gros point là, et un gros point là, et un petit point là, et voilà. Et en fait, ça, c'est des micro-batchs sur 300 millisecondes qu'on fait. Enfin bref, là, on rentre dans un sujet de data science. Mais en fait, du coup, le serverless qu'on a, il fonctionne déjà. Il est là. Donc d'abord, en termes de takeaway, c'est... En fait, serverless, c'est un espèce de mot valise pour tous les managed services. Et du coup, plus vous utiliserez des services managés, donc du platform as a service, des DB as a service, ce genre de choses, plus vous irez vite et plus vous aurez du niveau de qualité, parce que c'est fortement industrialisé chez nous. Nous, on a des clients qui sont passés d'un facteur 1 à un facteur 9 du nombre d'applications qu'ils délivraient en un temps donné. Parce que tu vas beaucoup plus vite en utilisant un service où bah, tu git push, ça marche, quoi.
Donc, une application globale, utilisez plutôt un platform as a service parce que sinon, vous allez rentrer dans des problèmes de dépendance entre function as a service, machin. Si vous avez un function as a service, c'est bien pour atomiser des trucs qui ne tournent pas tout le temps. Le function as a service pour le data processing, j'y crois à fond. Et fondamentalement, c'est ce qu'il y a derrière Spark, c'est ce qu'il y a derrière Splunk, c'est ce qu'il y a derrière toutes ces datas en fait, de big data, ce genre de choses. Et surtout, faites toujours très attention à comment les gens isolent. Il y a des gens dans la place qui considèrent qu'isoler les choses dans des isolates de Chrome, donc dans des onglets Chrome différents, c'est une isolation acceptable entre des gens qui ne se connaissent pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si jamais je vous ai convaincu d'essayer notre fonction de serverless, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse-là, qu'on vous les envoie, ou en vrai vous pinguez Clever Cloud sur Twitter, ça marchera très bien, hein, ou vous pinguez le support de Clever Cloud, ou vous mentionnez sur Twitter, mais là vous aurez une réponse plus lente, voilà. Mais on va chercher des bêta tests, enfin des alpha test users de cette technologie-là. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. On a le temps pour quelques questions, et je serai de toute façon juste après au bidule conférence machin. On n'a pas le temps pour des questions.